De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, c'est aussi l'actualité du jeu vidéo, d'autant qu'on a plein de choses à vous raconter. Puisque le 3 s'est terminé la semaine dernière et Pierre Fontaine, ça y est rentré dans son jet privé. Il est revenu sur Paris, il est avec nous. D'autant qu'avec Pierre, nous avons aussi Aymeric Siméon. Messieurs, bonjour. Bonjour François. Bonjour. Pierre Fontaine à ma droite, Aymeric Siméon sur ma gauche. C'est ça. Alors, Aymeric est resté ici en backup à Paris pour suivre cette E3. On en a d'ailleurs parlé la semaine dernière. Et Pierre, donc, était à l'E3 à Los Angeles. Oui. Avant de rentrer dans les Le détails. soleil, tout ça, oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça se voit pas. Tu J'en pas ai très bien bronzé profité. Le soleil ne rentre pas dans le Convention Center, c'est le problème. Et puis les ondes en fait des écrans quand vous jouez, ça fait pas bronzer encore. Non, D'ailleurs, ça fait tiens, pâlir, je soumets peut-être une petite idée à tous les constructeurs d'écrans, ça serait bien de rajouter des UV pour qu'on Des puisse lampes UV, bronzer en ouais. même temps qu'on joue. C'est vrai, c'est pas Comme bête. ça, on peut faire croire à ses parents ou à sa famille qu'on sort et qu'on a une vie à peu près normale. Non, je ne suis pas un no-life, regarde, je suis C'est ça. bronzé. Je suis bronzé. Mais pourquoi fais tu es pas que bronzé que du nerder. visage et pas des bras? C'est ça. Ouais, ça devient problématique. Là, ouais. Je ne fais pas que nerder devant mon écran. Microsoft, Sony qui se sont menés une bataille rude durant cette E3. Nintendo un peu en rentrée, on va en parler. On va parler aussi des coups de cœur d'Aymeric et de Pierre de cette E3. Et puis, si on a le temps, mais on va trouver le temps, on va parler des masques de réalité virtuelle. Ça a été l'une des grosses tendances aussi de cette E3. Tout parfait. Pierre, on commence déjà peut-être un mot sur eh bien, cette ambiance. Jolie E3. Quand même, Un malgré joli, tout, un joli E3 avec une bonne ambiance, des beaux jeux. Plutôt de beaux jeux, des produits soit gros, soit petits, plutôt sympas. Et puis un beau line-up, alors tout confondu, pour la fin d'année et pour les années à venir. Ouais. Avec des choses qui reviennent à la vie, qu'on pensait complètement oublier. Ça, c'est quand même pas le mal. secteur du jeu vidéo ne connaît pas la crise. Hein. Il la connaît, mais il s'en sort plutôt bien. Ouais. Ouais. Ah Avec ouais. toujours des licences évidemment monstrueuses, on va sans doute les évoquer. Ouais. Hein. Ouais. Peut-être commencer par Xbox, après Aymeric nous fera un point sur les annonces Sony. Xbox donc, Microsoft qui a mis le paquet concernant Ouais. on va dire sa keynote. Alors, ça a été la grande discussion entre les journalistes d'un peu tous les pays quand on a l'occasion de discuter. C'est qui a remporté la palme. Alors, il y a deux façons de voir. Effectivement, il y a la façon line-up, enfin catalogue pour fin d'année 2015, début 2016. Et là, c'est difficile de ne pas être d'accord. Grosso modo, c'est Xbox One qui remporte la palme avec un truc très construit, très pragmatique, des beaux jeux qui avancent. On a Tomb Raider, Halo 5 Guardian, etc., etc. On a vraiment un beau line-up, Forza 6, enfin bref, on a quelque chose de solide. Et Sony qui a plus fait dans le fanservice, un petit peu en faisant rêver, avec moins d'exclus. C'est vrai que pendant la conférence Microsoft, c'était à peu près toutes les 30 secondes, il y avait Xbox One Exclusive. Et tout le monde est là. Ah donc voilà, enfin, le parterre de fans. Et, Enfin, les parterres de fans qui est composé de moitié par les employés de Microsoft, rappelons-le. Quand Ouais, même. c'est Non vrai que souvent les gens ont des petits t-shirts, mais ouais, Voilà, c'est ça. Mais effectivement, non, il y avait quand même des belles raisons de se Il y avait réjouir. voilà. Le catalogue Microsoft était a fait le show. En tout cas, voilà. hein. Autant l'année dernière, ils avaient voulu rattraper le coup de on a un petit peu merdé en positionnant notre Xbox One comme une plateforme multimédia pour regarder la télé. On n'a pas tellement parlé de jeux, donc ils avaient sorti, je crois, c'était plus de 80 jeux pendant leur conférence qu'ils avaient lancé. C'était imbitable, quoi. On était perdus. À la fin, c'était quel jeu retenir, je sais pas. Autant cette année, ils ont construit leur conférence. Avec des jeux Ils ont forts. bien exposé leur truc et vraiment la promesse, et enfin ils l'ont répété à plusieurs reprises, la promesse c'est si vous voulez avoir des jeux en fin d'année, c'est sur Xbox One que ça se passe. Et la Kinect. Kinect, ils en ont quasiment pas parlé. On peut dire que c'est enterré, Kinect. Non, c'est mais, pas enterré. C'est peut-être pas dans les priorités de Microsoft en fait maintenant. Ouais, Alors qu'au départ, Ouais. à la sortie de la Xbox One, tout le monde parlait Bah, de la Kinect. le truc, c'est qu'il y a des nouvelles techno, la réalité virtuelle qui est arrivée notamment, qui a redistribué un petit peu les cartes. Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont passées et puis c'est vrai qu'on a vu aussi que l'engouement Kinect, qui était beaucoup lié à l'engouement Wii, s'est essoufflé aussi, quoi. Hein, Ouais, voilà. Oui, on a l'impression qu'on est passé à une nouvelle ère du jeu vidéo. Ouais, quand même. voilà. Grosse news pour tous les nostalgiques de la Xbox, c'est Tout à la fait. rétrocompatibilité qui arrive enfin Ouais, avec avec la la- Xbox One. Avec rétrocompatibilité entre les jeux 360 et Xbox One, et c'est plutôt intelligent et c'est bienvenu surtout parce que à partir du moment où l'éditeur du jeu donne son accord,
il suffit de mettre la galette, le disque originel de la Xbox 360 dans la Xbox One. La Xbox One télécharge, alors là c'est le problème, c'est qu'il va falloir de l'espace de stockage, mais télécharge le jeu avec réencapsulé avec un petit émulateur qui va émuler la Xbox 360 dans la Xbox One. Et donc on pourra jouer au jeu sur sa Xbox One, au jeu Xbox 360 sur sa Xbox One, avec les DLC, ses sauvegardes et tous ses succès. Et ça coûte rien. À partir du moment où on les a sauvegardés dans le cloud. Autrement, il faudra jongler avec des disques, mais bon, voilà. Et ça ne coûte rien, c'est gratuit. À partir du moment où on a le jeu, ça marche, voilà. Il faut avoir le jeu physique. Le disque en fait sert de clé. Regardez, je l'ai physiquement, en fait. Donc je l'ai acheté d'occasion ou pas d'occasion, peu importe. Je le pose dedans et ça marche. Donc il y a déjà des éditeurs qui se sont positionnés là-dessus. EA a plus ou moins donné son go sur son line-up. Voilà. Et effectivement, Microsoft va beaucoup pousser ça. Ils ont dit qu'ils allaient faire des sondages pour savoir quel jeu allait être porté dans ce programme le plus vite possible. Évidemment, Red Dead Redemption arrive en tête des sondages pour l'instant, parce que c'était quand même un des gros hits de la 360, il faut bien le dire. Ça, et, donc, cool. Et on pourra jouer aux fonctionnalités réseau, etc. Comme on pourra jouer avec des amis qui sont restés sur 360, qui sont sur Xbox One et qui ont parti la rétrocompatibilité. Voilà, c'est vraiment du cross-platform plutôt terrible. Donc une belle annonce produit effectivement pour Microsoft. Un petit coup de vieux là quand même, non ? Ouais. Ouais, surtout que Sony a pas du tout, lui c'est pas du tout dans son ADN la rétrocompatibilité d'ailleurs suite à l'annonce de Microsoft. L'un des porte-parole de Sony a dit nous pour l'instant on n'est absolument pas sur cette problématique-là parce que déjà entre la PS3 et la PS4 matériellement il y a des grosses différences donc on peut pas porter systématiquement nos jeux. Alors après il y a toujours l'offre PSN donc tout ce qui est possible d'acheter sur le PlayStation Network. Mais qui reste quand même assez limité. Il y a aussi, c'est que leur réponse à la question de la rétrocompatibilité, c'est le PlayStation Now, alors qui n'est pas encore disponible en France, mais qui est disponible aux États-unis notamment. Et on paye un abonnement et on a accès au catalogue en streaming. Mais évidemment, c'est se tirer une balle dans le pied que de mettre la rétrocompatibilité avec les disques, parce que grosso modo, c'est-à-dire notre solution de rétrocompatibilité qu'on vous fait payer. Elle est plus bonne, quoi. Oui, donc effectivement, ils sont obligés de dire la rétrocompatibilité. Puis en plus, dans ce cas-là, la console ne sert à rien. En fait, c'est simplement un flux vidéo. Avec c'est pour ça qu'on peut imaginer la PlayStation Now arrive sur des télés aussi. PlayStation Now sera compatible avec certains téléviseurs Sony, avec les petits boîtiers PlayStation TV, etc. Et au CES de Las Vegas, j'ai même vu une icône PlayStation Now sur des télés Samsung. Donc il semblerait que ça discute entre Samsung et Sony. Oui, ils ont annoncé un accord. Voilà, tout à fait, ils ont annoncé un accord. Avant de parler de Sony et des nouveautés avec Aymeric, Pierre, peut-être un ou deux jeux, enfin les coups de cœur à ton avis de Microsoft. Alors, les coups de cœur de Microsoft, il y a forcément les gros titres qui vont arriver. Halo 5, c'est forcément... moi, j'avais un petit peu lâché j'ai lâché en même temps que Bungie, en fait. Quand Bungie a commencé à se retirer de la licence, j'ai moins pris de plaisir à y jouer. Et là, pour avoir joué au multi, notamment... franchement, ça va être un beau jeu, un très beau jeu. Halo 5 Guardians. Voilà, c'est ça. Un beau jeu avec a priori une histoire assez chiadée, donc on va pas cracher dessus. Donc voilà, ça forcément. Après, pour les fans de course automobile, il y a Forza Motorsport 6 qui est vraiment je trouvais encore plus beau. Il y a eu un saut. Et puis il y a Tomb Raider, le Rise of Tomb Raider, le deuxième reboot confié à Crystal Dynamics, qui conserve les mécaniques de gameplay, qui dessine une histoire qui a l'air vraiment prometteuse et de l'action assez incroyable. Donc pour y avoir joué aussi, voilà, ça c'est mon tiercé de tête pour la fin d'année. Et pour les démos qu'on a pu voir, on a l'impression que, tu l'as dit, Pierre, on est encore monté en qualité graphique. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un plus, en tout cas une montée en qualité. Il y a surtout, en fait, on est derrière la croisée des chemins qui était finalement pour les éditeurs, ou la plupart des éditeurs, d'être encore dans cette ambivalence finalement next-gen, all-gen. Je suis obligé de sortir mon jeu all-gen parce que j'ai pas envie de me couper des joueurs qui... Voilà. Et puis la next-gen, finalement, j'en fais soit un portage, et si je ne prends le risque que de ne faire qu'un titre next-gen, je vais me couper d'un parc de machines trop impressionnant, donc est-ce que je vais pas me couper d'une manne financière importante ? Là, aujourd'hui, finalement, la croisée des chemins, on est derrière. Elle est un peu derrière nous maintenant, ça y est. Les consoles sont sorties en novembre 2013. C'est ça, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Voilà. Donc on veut dire que maintenant, le parc de consoles est assez installé pour que les développeurs
se mettent à fond dans ces consoles next-gen. D'ailleurs, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent sur Xbox One et PlayStation 4. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans la plupart des annonces qu'on a pu voir, à part quelques licences phares, par exemple, comme Just Dance chez Ubisoft, qui va rester multiples plateformes, etc. Qui est multiplateforme, mais de toute façon, qui est dédié, là où ils en vendent, c'est sur Wii. Hein. C'est le plus gros truc, donc forcément, ils vont pas se casser la tête à se couper ça. C'est là où ils en vendent. C'est la Wii, parce qu'il y a un parc installé énorme, et puis parce que c'est le fun des manettes qui joue là. C'est ça. Et puis en plus, ce sont des jeux qui sont pas très même chers si, à développer. même si le smartphone prend la main aussi maintenant. Enfin, bref. C'est clair. Donc voilà, donc à part Ubisoft, et bien sûr il y a d'autres titres, hein, on va pas tous les citer, mais aujourd'hui majoritairement, toutes les annonces de l'E3 ont été faites sur PC, PS4, Xbox One. Point. Ouais, donc on sent que là, voilà, on sent qu'on tourne une grande page de l'histoire des consoles, on sort de 8 ans de old-gen, quoi. Du côté de Sony, Aymeric ? Alors Sony, comme le disait Pierre, pendant cette E3, la conférence a été beaucoup plus sage, je dirais. Néanmoins, Sony a eu à cœur de faire un peu vibrer les joueurs, et en tout cas les vieux joueurs, je pense que nous sommes, parce qu'en fait, le japonais a commencé par dire on va vous sortir un reboot de Final Fantasy VII, mais façon 2015-2016. Alors là, hola, bravo, youpi, tout le monde super content, voilà. Bon, quand ? On ne sait pas, mais il arrive, vous inquiétez pas. Certains bruits couraient dans les couloirs qui disaient que le développement était à peine commencé. Ah, donc c'est pas pour quand tout de suite, on sait que le développement de jeux sur PlayStation 4, ça peut prendre des années et des années. On va dire que, juste pour un exemple, les jeux tirés des films, généralement, sont bouclés en 2 ans et on sait qu'ils sont décevants. Donc si on veut pas un Final Fantasy trop décevant, il faudra 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. On va dire qu'ils vont Donc c'est pas pour tout de suite, quoi. On va dire dans 2 éditions de l'E3, quoi. Voilà. Il y en avait un autre qui est ressorti de ses cendres, on le disait tout à l'heure, ça faisait partie des jeux que Pierre évoquait. Il y a The Last Guardians, qui avait été annoncé il y a quelques E3, finalement on l'abandonne. En 2009, il a été annoncé. On l'abandonne, on revient dessus, on revient dessus, et puis là, pouf, on revient dessus, le voilà, alors regardez, il est là, mais pareil, on sait pas quand. Et en fait, c'est bien ça le problème de cette conférence Sony, c'est quand vont sortir les jeux un peu exclusifs de cette plateforme. Oui, on a l'impression qu'ils nous ont mis de la poudre aux yeux en disant regardez, on travaille là-dessus, on vous dit pas quand ça sort. C'est ça, c'est de la démo techno. Ça s'appelle du fan service. On vous jette des petits bouts de trucs, vous vous en contentez. Très franchement, c'était. Moi, quand ils ont commencé avec The Last Guardian, j'étais la vache, mais comment ils vont monter ensuite, quoi? Parce que c'est effectivement, c'est une liste. C'est la fin d'une trilogie. On l'attend depuis tellement longtemps. On s'est dit mais c'est pas possible. Et puis après, c'est redescendu. Quand on met en avant un Call of en pseudo-exclusivité, c'est qu'à un moment il y a un problème parce que Call of c'est tellement sorti sur toutes les plateformes que c'est pas un argument de vente. C'est quoi cette histoire de pseudo-exclusivité? Parce que c'est vrai que Sony a communiqué sur Call of alors que Microsoft n'en a pas parlé durant la conf. Pourquoi? C'est quoi? C'est des accords entre les développeurs? C'est le fait de dire... L'année dernière, c'était Xbox qui avait communiqué sur Call of et cette année c'est Sony. C'est un coup chacun en fait, c'est ça? On sait pas tellement, mais a priori je pense que c'est celui qui met le plus gros chèque sur la table ou en tout cas celui qui a envie d'avoir qui a envie de se payer Activision sur son catalogue et surtout qui a envie de se payer du contenu un peu exclu. C'est le cas pour Call of, notamment sur PS4, mais c'est aussi le cas, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, d'Assassin's Creed, qui va avoir aussi, donc Assassin's Creed Syndicate d'Ubisoft, le prochain épisode d'Assassin's Creed, qui va avoir du contenu exclusif sur PS4, que les autres consoles n'auront pas, ou devront payer, ça on ne sait pas. Ça se trouve, ce sera peut-être un DLC. Mais du contenu exclusif, ça veut dire qu'il ne sera que sur PlayStation 4 c'est ou ça. alors on gagne du temps et on l'a en avant-première. Pour Call of, c'est de l'avant-première. En fait, ce qu'ils ont fait là sur Call of Duty, c'est que Sony a grosso modo signé l'accord que Microsoft avait signé jusqu'à présent, c'est-à-dire sortie des DLC en avance sur la PS4 et il y aura peut-être quelques maps exclues, mais je suis même pas sûr que ce soit le cas. Grosso modo, là, moi, franchement, la conf Sony, il y a des moments où je me suis clairement emmerdé. Peut-être parce que c'était la fin de journée, qu'on était crevé, qu'on était sur le terrain depuis 7h30 du matin et que c'était 20h et qu'on aurait bien aimé que ça se termine en apothéose, je sais pas. Mais autant Last Guardian m'a emballé, Final Fantasy VII, oui, il y a quelques trucs sympas, mais à un moment, on s'est dit, mais les jeux, ils sortent quand, en fait? Et c'est ça, vraiment, on est sorti en disant... Ok, dis donc là, ils sont quand même pris une tollée. Et ce qui est amusant, c'est que sur les réseaux sociaux, on a vu que les fans ont été emballés. Les fans n'ont pas regardé la date de sortie. Ils ont dit à croire que c'était fait pour eux, mais finalement. C'était fait pour eux. C'était fait pour eux. Mais effectivement, les journalistes fans dans la salle, moi derrière moi, j'avais des Brésiliens. J'entendais à peine la présentation tellement ils étaient en train de se. Est-ce qu'ils commentent ces confs comme un match de foot? Un peu, ouais. Go! Ouais, il y avait du caray toutes les 30 secondes. C'était assez drôle.
Nintendo, parce que Ouais. bon, Nintendo est quand même un acteur important du jeu vidéo. Petite année, hein, visiblement, pour Nintendo. Bah, alors déjà, ça fait 2 ans, si je ne m'abuse, qu'ils font plus de conférences live, au sens Ouais. où avec des gens sur scène, etc. Ils font ça en ligne, donc c'est clairement tourné vers le grand public et bon, les journalistes. Si vous vous connectez, vous avez de la chance, mais les connexions à l'E3 sont pas toujours très bonnes, donc voilà. Et puis effectivement, il n'y a pas eu de grosses annonces et surtout, il y a un gros manque qui a encore accru l'impression que c'était décevant, c'est qu'il n'y a eu aucune information sur le prochain Zelda. Et quand je parle du prochain Zelda, c'est le prochain Zelda Wii U, hein, pas le Triforce qui a été annoncé, Oui, qui est par ailleurs sur sur 3DS. 3DS, qui est par ailleurs super sympa à jouer, hein. Mais Qui sort quand, celui-ci? fin d'année, Fin d'année, je crois, ouais. J'ai pas je crois Novembre, pas que la date je crois. soit communiquée, la date Je crois que exacte. c'est Holidays, donc Ouais, c'est mais- période de Noël. mais quoi. voilà, Je crois que c'est- c'est à peu près ça. Pas de nouveau Zelda sur Wii U, alors que... Enfin, ils en ont pas parlé en tout cas. Voilà. Non. Voilà. Mais il avait été, alors il a été S'il avait, repoussé. enfin, en tout cas, s'il était prêt, ils en auraient parlé. Bah, Ça en veut fait, dire- en début d'année, ils ont annoncé qu'ils repoussaient ce qui devait sortir en 2015. Ils ont annoncé qu'ils le repoussaient parce qu'ils voulaient intégrer des nouvelles idées qui ont germé en cours de route. Alors, moi, après avoir joué à Triforce Heroes, le Legend of Zelda Triforce Heroes, je me suis pris à fantasmer qu'ils allaient intégrer un mode coopératif. Je me suis dit, s'ils pouvaient avoir eu cette idée, l'intégrer dans la version Wii U, ça serait juste une Ouais, énorme génial. tuerie. formidable. Ouais. Juste une énorme tuerie. Peut-être. Aucune information Donc ça vaudrait là-dessus. le coup d'attendre, Je en sais fait. pas. Mm. Bon, un jeu Nintendo, ça vaut toujours le coup d'attendre parce que généralement, on n'est quand même Ouais, on est pas pas déçu. déçu, Quoi. c'est Mais clair. c'est vrai qu'il y avait par ailleurs, il y avait le Star Fox Zero qui a été, qui doit sortir, qui va sortir cette année. Pour y avoir joué, il y a quelques petites nouveautés. Graphiquement, c'est un peu plus léché, mais on est quand même loin de tomber de sa chaise. Et Quoi. les développeurs? Rien? Les développeurs de Star Fox, moi, je les ai pas rencontrés. Non, mais je des les ai pas- développeurs tiers Ah, qui mais travaillent sur Wii U. ça, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes de Nintendo, c'est que et depuis le lancement de la nouvelle 3DS et même avant, c'est que, enfin, depuis on va dire le désamour de post Wii, ils ont de la peine à avoir un Ouais. catalogue tiers qui tienne vraiment la route. Alors là, ils ont commencé très intelligemment à essayer de pousser des indépendants en avant, ce qui est relativement nouveau chez eux. Et ce qui fait qu'ils se calent un Mhm. petit peu sur ce qui se fait chez les autres plateformes. Par ailleurs, ouais, il y avait pas grand-chose pour tomber de son siège. Quoi. Et Émeric, cette fameuse NX, cette console Bah, Nintendo qui alors- remplacerait la Wii U, Nintendo n'en a pas parlé. Hein. Alors, voilà, il y a juste une phrase assez énigmatique d'un des grosses têtes de Nintendo qui a dit voilà, la NX, on sait que vous attendez de nouvelles, pas avant 2016. D'accord. Allez, Et- salut. En fait, Ok. Satoru Iwata, il a parlé de la NX et il en a pas parlé au hasard. Il en a parlé au moment où il annonçait les plans pour le mobile. C'est-à-dire, Nintendo va s'intéresser au mobile et va commencer à développer des jeux pour le mobile. Et c'est logique d'avoir parlé de la NX à ce moment-là parce que c'était on se tourne vers le mobile, mais les lapins, on vous abandonne pas, on n'abandonne pas notre savoir-faire qui est la console. Alors sachant qu'après, toutes les interprétations sont possibles parce qu'il y a eu des petites phrases, des petits mots. On ne sait pas si ça va être une plateforme qui va regrouper mobile et fixe. Ils sont tellement capables de nous sortir des choses complètement improbables auxquelles on n'a pas pensé, hein, parce que la Wii, ça a été ça. Enfin, ça a été bien la révolution qui était son nom de Oui, code. mais avec ce paddle La- et cet écran, on se rend la- compte que la- finalement, on cherche encore véritablement l'intérêt de ce truc-là. Par ailleurs, moi, je trouve que la Wii U, très franchement, c'est une des consoles avec lesquelles j'ai le plus de plaisir à jouer D'accord. en ce moment, notamment grâce au pad à écran tactile. Et on a beau dire, les jeux qui arrivent à bien assimiler l'asymétrique gameplay, c'est-à-dire un qui joue avec le gamepad et les autres qui jouent avec des manettes classiques, Ça peut le faire. c'est juste un bonheur. Quoi. Très bien. Alors maintenant, un peu vos coups de cœur à tous les deux. On va peut-être commencer avec Émeric. Alors, les coups de cœur Ubisoft et Square Enix. Ouais. Alors Ubisoft, moi c'est une des conférences que j'ai préférées. Alors on va pas faire de chauvinisme, mais quand même. Elle était moins bien que l'année dernière, mais elle était sympa. Mais elle était vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, dans les jeux qu'ils ont annoncés à court et à moyen terme, j'ai été hyper emballé, notamment par Ghost Recon. Donc, le renouveau de Ghost Recon. On ressort l'unité Ghost Recon, donc une unité d'élite, force spéciale d'élite de l'univers de Tom Clancy. Hein, où là, grosso modo, on va être dans un monde ouvert où va falloir réaliser des missions, pas forcément en équipe de 4, pas forcément ensemble. Donc, il y en a 2 qui vont pouvoir aller prendre des informations pendant que 2 sont en couverture en train de regarder ce que font les ennemis, etc. Enfin, Là, on voit des images. Enfin, Ouais. pour tous ceux qui sont sur la vidéo avec nous en version vidéo
vidéo sur 01net TV. Alors, je ne sais pas si c'est des cinématiques. Je pense que ce sont des cinématiques et pas des. Non, ça c'est C'est le jeu. C'est des images c'est du jeu. c'est des images du jeu. Impressionnant. Pour C'est fait avec l'avoir le vu, moteur du l'avoir jeu. vu en démo, c'est des images du jeu. Hallucinant. C'est très. En fait, c'est un mélange pour le réalisme de l'environnement, on va dire d'un Far Cry 2, 3. Pour le monde ouvert, c'est un peu The Crew, on va le c'est dire. ça. Et pour l'ouverture, enfin dire le côté possible. Enfin, il y a un côté presque jeu de rôle dans le sens du, on a une action. Par exemple, l'un des mots que moi j'ai vu à l'E3, à un moment, les démoeurs, ils passaient devant une espèce de calvaire où il y avait des gens qui étaient pendus. Ils disent, bah là, on a fait une mission précédemment dans un village et les narcotrafiquants se sont vengés en faisant un exemple et ils ont pendu. C'est suite à cette mission-là. Donc il y a un jeu très jeu de rôle, action-conséquence. Franchement, moi, c'était un des jeux qui m'a laissé à la fois le plus enthousiaste et le plus dubitatif après leur keynote. Et pour l'avoir vu ensuite, je me suis dit, s'ils tiennent leurs promesses, ça va être juste incroyable. Ouais. Incroyable. Encore un petit jeu ça. coup de cœur avant de passer à l'autre tendance, Alors, qui est tout ce qui est réalité virtuelle. sur l'autre, donc pareil, toujours chez Ubi et puis vite fait après sur Square. Chez Ubi, il y a The Division aussi qui va sortir. Donc ça, c'est pareil, c'est une licence Tom Clancy, mais complètement autre chose. On est dans un New York qui a été ravagé après par une épidémie, voilà. Et puis on est donc The Division, en fait, c'est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont un peu les derniers recours. C'est des agents, en fait. Voilà. C'est des agents D'accord. d'une espèce. Alors, des agents dont on ne sait pas trop quelle organisation, mais qui effectivement essayent de faire régner un tant soit peu de Voilà. justice C'est dans la pour ville. la fin de l'année, ça Ouais, Ouais. tout à fait. Et puis chez Square, il y a le dernier Faire Hitman. des économies là, parce Ouais. que ça Ah va oui, être chaud, à la hein. fin de l'année, Et ça il va faut être pas- une et- horreur. une horreur, alors, ouais. chez Ubi, il ne faut pas oublier For Honor, qui est quand même une Ouais, nouvelle aussi. licence. C'est un grosso modo un jeu en 4 versus 4 où on est un chevalier ou un samouraï ou un viking. Là, en l'occurrence, on pourrait être qu'un chevalier. Et on doit défendre des zones dans un château, soit pour prendre le château, soit pour le défendre. Et c'est Ça a l'air super. excellent. Enfin, Ouais. beau et incroyablement dingue. Non, Beau et c'est dingue à jouer. Pour y avoir joué une vingtaine de minutes, je suis parti en me disant je pourrais avoir une copie, j'aimerais jouer à la maison. quoi. Voilà, c'est ça. S'il Ouais. vous Dans plaît. l'avion, ça serait bien. J'ai 12 heures Ouais, d'avion. c'est ça. Allez, on enchaîne sur l'autre, on va dire, chapitre de cette 3. C'est la montée en puissance de tous ces masques de réalité virtuelle. Alors, même si on a été déçu par Sony qui n'a pas annoncé grand-chose concernant son Morpheus, c'est ça Ouais, hein, projet le nom Morpheus. Ouais. Bah, le projet Morpheus. En revanche, Microsoft commence à dévoiler de HoloLens. Alors, et puis, après, il y a l'Oculus, etc. Le HoloLens, c'est pas de la réalité virtuelle. D'ailleurs, c'est pour avoir parlé avec, j'ai fait une interview de Kudo Tsunoda, qui est un des concepteurs de l'HoloLens et de Kinect avant. Lui, il appelle ça de la réalité mixée. Mixed reality. C'est grosso modo, j'ai une réalité qui est l'hologramme qui va se fusionner avec la réalité qu'on connaît au quotidien. Quoi. Donc c'est pas de la réalité C'est la virtuelle. superposition. On continue à voir notre réalité. On n'est pas coupé. On n'est pas coupé du monde comme on l'est avec un D'accord. Oculus ou un Morpheus. Et là, on a eu une démo Minecraft qui, Ouais. qui a fait le tour du web, hein, parce qu'elle est vraiment impressionnante avec cette Alors, table qui, d'un coup, il y a juste s'anime avec des enfin, graphismes. Pour avoir essayé l'HoloLens pendant, on va dire, une dizaine de minutes, La chance. oui, c'est aussi bluffant que ça. Oui, on a l'impression que les trucs sortent de la fluide. table. Oui, c'est fluide, mais en revanche, l'angle de vision est extrêmement réduit. On voit, en fait, c'est une toute petite fenêtre qui fait, je sais pas, je pourrais pas donner de dimension, mais tendez vos bras, mettez vos pouces côte à côte, écartez vos doigts comme si vous faisiez une caméra. qu'est-ce qu'on C'est à voit peu près ce que vous voyez. On voit du noir tout autour c'est Non, pas- autour, on voit la réalité, Ah, mais d'accord, sans ok. réalité augmentée, quoi. Enfin, sans réalité mixée. Donc, c'est vraiment une toute petite fenêtre. Ce qu'on voit dans la petite fenêtre est complètement bluffant, mais pour l'instant, c'est vraiment extrêmement réduit. Bon, on ne sait pas quand ça va sortir HoloLens, hein, on n'a pas de date de sortie, etc. J'ai posé la question à Kuyo Tsunoda, il m'a dit j'ai pas de date à vous fournir, mais ça arrive plutôt que vous ne le pensez, parce que moi je lui ai dit ça a été dit que ça serait dans la durée de vie de Windows 10. Windows 10 va sortir le 29 juillet, donc Ouais, on en après a encore on est pour parti 3-4 ans, pour hein. aller à un certain temps. Il m'a dit ça sera plutôt dans le début de la D'accord. durée de vie de Windows 10, parce que HoloLens fonctionne sous Windows 10, il ne faut pas l'oublier. Oculus, Ouais. Émeric Ouais, Oculus, ils ont fait une conférence juste avant le 3, donc pour dire attention, on arrive, tout ça, 2016, on va avoir un kit, Don't forget, on est voilà, là. c'est ça. Alors c'est un coup de départ assez important quand même, hein, Oculus, faut quand même pas l'oublier, parce que mine de rien, alors il y a les lunettes, mais enfin faut quand même avoir le PC qui tient derrière. Hein. Donc voilà, donc ça arrive 2016 a priori. les premier jeux trimestre, compatibles. Ouais, Est-ce que premier les trimestre. développeurs vont suivre? Ils vont essayer en tout cas. Je pense que, mais de toute façon, en termes général, la réalité virtuelle, c'est un des gros paris. Enfin, c'est une grosse difficulté. Maintenant qu'on a le matériel, il faut que le logiciel suive. Mhm. Et ça, c'est
Enfin, il y a des gros enjeux là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les développeurs arrivent à penser leur jeu pour que ce soit compatible et pas qu'on ait, par exemple, comme c'est le cas notamment avec le Vive, Donc de HTC, voilà, qui est un autre projet qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'a dit HTC. Où on a parfois, en fait, on joue dans une salle virtuelle, c'est-à-dire qu'on voit le jeu dans un écran, dans une salle virtuelle. Donc c'est une espèce de mise en abîme, donc qui n'est pas inintéressante, mais pour l'instant, on n'en est pas à « je suis dans l'écran ». Je suis dans le jeu, je tourne la tête à droite, je vois, je tourne la tête là, c'est plus, je suis dans un environnement virtuel dans lequel je joue. Alors, concernant Oculus, il faut quand même dire qu'ils ont passé un accord avec Microsoft pour la Xbox One. Oui, exactement. Ça, c'est quand même intéressant de dire, parce qu'on parle effectivement d'une enveloppe de 1500 pour avoir le PC et le casque, sachant que le casque, les dernières versions du SDK, du kit destiné aux développeurs, est à $350. Donc, voilà. Bon, grosso modo, il faut une machine de gamer à au moins 1200 € pour que ça tourne à minima, et puis vous rajoutez $350 voilà, pour le imaginer qu'après les prix baissent, mais est-ce que ça va être simplement un effet de mode dans lesquels tous les constructeurs et les éditeurs s'engouffrent? On verra bien, on va voir. Hein. Après, il faut voir il faudra voir l'intérêt que ça a en termes de gameplay, d'immersion. Est-ce qu'on pourra... parce que le but, c'est aussi de pouvoir continuer à jouer à 2, 3, 4 avec des masques, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'E3. Vous voulez revivre cette E3? Deux solutions. Zeronet.com avec tous les papiers de Pierre Fontaine et d'Aymeric Siméon, les vidéos qui vous attendent sur Zeronet TV avec énormément de reportages réalisés par Pierre et Jean-David à Los Angeles. Et puis voilà, c'était un petit point non exhaustif, parce qu'on pourra en parler pendant des heures de cette E3. Merci à tous les deux. Merci Pierre Fontaine et Aymeric Siméon. Et de quoi je me mail? La suite, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.